Salut à tous les futuristes. Alors aujourd'hui un épisode un peu spécial du Futurotop puisqu'il s'intitule 5 théories sur le futur. Je reprends le concept de Didi Chandouidoui seulement pour cet épisode et je vous dirai à la fin pourquoi j'ai fait ça. Dans ce Futurotop, je vais vous présenter des scénarios divers et variés imaginés par des futurologues ou non, des scénarios qui seront concentrés sur l'évolution technologique ou non, des scénarios pessimistes ou optimistes, en bref des scénarios que vous allez certainement aimer. Dans ce premier scénario, nous avons Samsung qui a demandé à SmartThings, une start-up américaine qu'elle a rachetée en 2014, d'écrire un rapport sur ce que serait le monde dans 100 ans. Dans moins de 100 ans, on pourra imprimer en 3D des cupcakes ou encore carrément des maisons. Dans le rapport de SmartThings, nous pourrons acheter et télécharger des designs, des meubles, les customiser pour qu'ils rentrent parfaitement dans notre maison, avec la bonne couleur. Mais le progrès ne s'arrête pas là. En effet, on pourra tous mettre son design dans une sorte de Facebook spécialisé dans les maisons. Les experts imaginent même des maisons imprimées en 3D par un essaim de drone. Ça paraît vraiment incroyable. Mais pourtant ce n'est que la première chose imaginée dans ce rapport d'une dizaine de pages. Dans le futur, les hologrammes pourront diminuer notre temps de travail, ainsi en rendant la présence physique non obligatoire, nous pourrons tous travailler de plus en plus, voire quasiment qu'à la maison. Dans le domaine de la santé, les gadgets pourront nous aider à connaître notre état de santé. Nous pourrons nous faire opérer par des chirurgiens n'importe où. Et ce n'est pas tout. Selon ce rapport, les drones seront répandus dans les villes. Nos maisons pourront être transportées par des drones géants. Les matériaux seront logiquement plus résistants avec des nanotubes de carbone 16 fois plus résistants que le béton classique, ou encore les nanofils de diamant 100 fois plus résistants que les câbles d'acier. Concernant le fait de vivre sous l'eau, les nouvelles technologies nous permettront de respirer sous l'eau, pour ainsi coloniser les mers et océans. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Les journalistes de Vice sont partis tester le premier restaurant où les repas sont imprimés. Le restaurant s'appelle Food Inc, basé à Londres, et les imprimantes peuvent vous imprimer du caviar d'olive ou des desserts au chocolat par exemple. Pour l'impression de maison, en Chine, l'entreprise Winsun Decoration Design Engineering, à l'aide d'une imprimante géante, a réalisé 10 maisons en moins de 24 heures. En France, une start-up nommée Xtro ambitionne d'imprimer des maisons en 3D. Au sujet des hologrammes qui se matérialiseront pour toucher des objets physiques, en théorie c'est impossible. Cependant, nous pouvons dès aujourd'hui matérialiser l'image d'une personne en temps réel dans un autre espace, dans lequel d'autres personnes peuvent la voir comme si elle était là, comme Microsoft nous le montre. Pour les drones qui transportent notre maison, il n'y a pour l'instant rien de bien concret à ce sujet. Mais vous pouvez voir qu'en ce moment, il y a pas mal de projets sur les drones qui vont nous servir à nous livrer des produits légers comme des pizzas ou des casques. Et pour les villes sous-marines, le Japon prévoit d'en construire une pour 2030, pour un budget estimé à 20 milliards d'euros. Donc voilà, ce n'est que le premier scénario, que la première mise en bouche. Allons voir les 4 autres scénarios. Or cette fois-ci c'est un scénario un peu plus pessimiste sur l'avenir en géopolitique vis-à-vis des États-Unis. Comme vous le savez, les États-Unis sont un pays énorme, bordé par 2 océans, première puissance économique du monde, première puissance militaire, en bref première puissance mondiale. Et quand un pays tient un tel titre, ses décisions et son avenir n'impactera pas que son pays, mais la planète en elle-même. Et donc des futurologues ont imaginé les causes possibles de fin des États-Unis. Un journaliste de Slate est parti interroger un groupe de futurologues à San Francisco avec notamment Peter Schwartz, un futurologue assez connu, et plusieurs réponses ont été soulevées sur la fin possible des États-Unis. Bien que juger des gens en fonction de leur couleur de peau, de leur ethnie paraît farfelu en France, d'un point de vue américain, le rapport entre blanc et noir a souvent été conflictuel. Et justement, en 2050, les blancs seront minoritaires et les hispaniques représenteront d'ailleurs 29% de la population. Ainsi, dans cette première cause, Peter Schwartz nous dit qu'il y aura énormément de chances qu'un conflit racial finisse par arriver. Comme la plupart des actes violents sont commis par des personnes de 18 à 35 ans, les populations les plus touchées par le chômage seront les hispaniques. À partir de là, certains seront susceptibles de rejeter la faute sur les blancs, comme dominant le monde, les actes violents auront un caractère racial, et certains blancs pourront rejeter la faute sur les clandestins, et une politique identitaire se mettant ainsi en place. D'autres facteurs pourront jouer un rôle, comme une crise économique, une vague de sécheresse dans cette explosion de violence. Et ça, ce n'est que la première cause possible. On peut en voir aujourd'hui des signaux faibles, comme avec la politique de Trump vis-à-vis de l'immigration, les émeutes, la montée de groupes comme le Ku Klux Klan, etc.
La deuxième cause possible serait un effondrement, dû à des séries de catastrophes, comme des catastrophes naturelles avec par exemple une série d'ouragans Katrina qui pourrait faire tarder des mesures gouvernementales. Des pandémies. Récemment aux États-Unis, une femme de 49 ans a été infectée d'une bactérie résistante aux meilleurs antibiotiques. On peut imaginer que les théories du complot pourront prospérer, accusant ainsi le gouvernement comme étant responsable, la cohésion sociale serait touchée et une division interne, un morcellement des États-Unis serait en place. La troisième cause que Peter Schwartz imagine serait celle d'un morcellement du pays pacifiquement, un peu comme avec l'URSS. Car le pays étant trop coûteux, les États-Unis se diviseront en deux, entre démocrates et républicains par exemple. Enfin, Schwartz imagine des causes optimistes ou pessimistes plus ou moins probables. Imaginez-vous que la communauté mondiale souhaite avoir une gouvernance planétaire. L'Amérique pourra se dissoudre dans quelque chose de plus grand et c'est ainsi la fin des États-Unis. Ou encore avec l'accroissement de la population mondiale, un pays peut avoir potentiellement des dizaines de millions de personnes pour attaquer. Si un pays décide d'avoir une politique expansionniste à la Hitler, qu'il a une technologie suffisante pour attaquer depuis l'espace, à partir de là, le monde pourra être conquis. Mais enfin bref, vous avez tout un tas de causes, de scénarios sur la possible fin des États-Unis. Allons voir la théorie suivante. Le scénario énergétique. Avec la population qui augmente, nous serons peut-être plus ou moins 10 milliards d'humains. Ce qui fait que la demande en énergie augmentera. Et c'est justement là le souci puisqu'il y a un véritable défi énergétique pour l'avenir qui se pose. Une étude sur l'avenir énergétique de notre planète a été menée par près de 60 experts de 30 pays sur 3 ans. Le rapport fait une quarantaine de pages et les experts développent leur scénario. Les experts ont imaginé deux types de scénarios avec un nom d'instrument de musique représentant l'orientation politique du monde. On a le scénario jazz qui se focalise sur le consommateur, l'équité énergétique, la croissance économique. Et le scénario symphonie qui s'appuie sur les électeurs, à savoir les politiques internationales et leurs pratiques, leurs décisions, etc. Et ces deux scénarios présenteront des points communs comme des différences. Dans le scénario jazz, il est décrit un monde focalisé sur la demande en énergie du consommateur, le prix, la qualité de l'offre, quitte à utiliser les énergies polluantes. Avec le libre-échange, il y aura une augmentation des exportations et les sources d'énergie seront en concurrence en fonction de leur prix et disponibilité. Les marchés du carbone, grossièrement, système où l'émetteur doit payer le coût de la nuisance de gaz à effet de serre, ont une croissance plus lente. Le PIB sera plus élevé. Au contraire, dans Symphonie, il y a un consensus politique sur l'environnement et la sécurité, par des politiques adaptées. Les énergies renouvelables seront rigoureusement soutenues par les gouvernements, les marchés du carbone seront top-down, c'est-à-dire descendants fondés sur un accord international qui définit des engagements et des allocations. Le PIB est moins élevé à cause des contraintes environnementales par exemple. Les deux scénarios sont d'accord pour dire que les énergies renouvelables connaîtront le taux de croissance le plus élevé, mais cependant l'énergie fossile restera encore dominante en 2050 avec une part de 77% dans Jazz et 59% dans Symphonie contre 79% en 2010. L'énergie nucléaire représentera 4% de l'offre en énergie primaire mondiale dans Jazz en 2050 jusqu'à 1% dans Symphonie contre 6% en 2010. Les deux scénarios représentent un peu le chemin que l'on peut avoir, soit on préserve notre planète, soit on ne la préserve pas au risque des dégâts considérables. À l'heure actuelle, de nombreuses initiatives sont entreprises pour sensibiliser tout le monde. On peut parler de la COP21 qui réunit 195 pays qui se donnent des objectifs afin de limiter le réchauffement mondial. Greenpeace salue les efforts pour les multinationales comme Google afin de préserver l'environnement. Elon Musk milite pour une taxe de carbone mondiale, des villes comme Paris prennent des initiatives symboliques pour sensibiliser la population sur l'importance de l'environnement, des écologistes essayent d'alerter le gouvernement via des manifestations. Même si à côté le climato-scepticisme se fait de plus en plus sentir, comme Trump et Ted Cruz ne croyant pas au réchauffement climatique, ou encore Sarkozy qui minimise le rôle de l'homme au niveau du réchauffement climatique. Et donc voilà pour cette théorie, partons voir les deux dernières. En l'an 2000, voilà une petite théorie qui se démarque des autres, non pas parce qu'on part de notre futur actuel, mais nous parlons ici de notre futur tel qu'il a été imaginé au 19e siècle ou au 20e siècle par des artistes, des écrivains ou des scientifiques. Tout d'abord, commençons par les artistes. En l'an 2000, c'est surtout le nom du projet d'un artiste français, Jean-Marc Cottet, qui en 1899 imaginait le futur de l'an 2000 via ces images qu'il a mis sur le papier intérieur des boîtes de cigares, puis sur des cartes postales. L'écrivain Isaac Asimov s'est procuré ces cartes postales et les a fait connaître. Ainsi, dans les cartes postales, nous pouvons voir que les facteurs nous donnent les lettres via des engins volants, que les femmes de ménage sont aidées de machines les aidant à faire le ménage, que le blé se récolte à l'aide des machines, qu'il y a des pompiers violents
éteignant les incendies, que les vêtements se font avec l'aide des machines, qu'il existe des batailles aériennes ou encore que les populations sont éduquées à l'aide d'un système informatique. Hormis quelques erreurs que l'on peut reprocher dans l'idée globale, nous sommes en 2016 et il a visé à peu près juste. Aujourd'hui, il y a des projets en cours, comme avec La Poste, sur la possibilité que les drones nous livrent nos lettres. Des robots sont déjà commercialisés pour faire le ménage à votre place. La robotique commence à s'inviter dans les champs de blé et plus généralement l'agriculture. Les avions pourront être déployés pour éteindre les incendies et il y a une vaste expansion de l'informatique au sein de l'éducation avec l'aide des MOOC par exemple. Et ce n'est pas fini. Herbert George Wells, né en 1866, est un peu le premier futurologue. Il a écrit un livre de futurologie nommé Anticipation, ainsi que des livres de science-fiction, et il a livré pas mal de prédictions qui se sont réalisées avant l'an 2000 d'ailleurs. Dans ses livres, Herbert George Wells a prédit qu'il y aura l'avènement de la bombe atomique et les gouvernements devront ainsi coopérer pour créer une sorte de gouvernement mondial afin d'éviter l'autodestruction et ceci se réalisa avant même l'an 2000 suite à la Deuxième Guerre mondiale et Hiroshima-Nagasaki. Wells a prédit l'alunissage ou plutôt l'atterrissage des premiers hommes sur la Lune, chose faite en 1969 avec Neil Armstrong et Apollo 11. Il a même prédit le génie génétique ou grossièrement les techniques visant à manipuler le génome débuté en 1970, tout ceci nous a permis d'avoir des OGM ou d'effectuer des thérapies géniques dans le but de traiter une maladie dont l'origine est un gène déficient. Et pour finir sur cette théorie, j'ai réservé mon coup de cœur pour la fin qui est la prédiction de Nikola Tesla. Il disait en 1926 lors d'une interview ceci: lorsque la téléphonie sans fil sera parfaitement appliquée, toute la Terre sera transformée en un énorme cerveau, ce qui en est déjà le cas. Et toutes les choses seront comme les particules d'un ensemble réel et rythmé, nous serons en mesure de communiquer avec quelqu'un de manière instantanée, indépendamment de la distance, et pas seulement. À travers la télévision et la téléphonie, nous pourrons nous voir et nous entendre ainsi parfaitement que si nous étions en face à face, même si des milliers de kilomètres nous sépareraient. D'ailleurs, les instruments qui nous permettraient de le faire seront incroyablement simples. En comparaison au téléphone que nous utilisons aujourd'hui, un homme serait en mesure de les garder dans la poche de sa veste. Et il a prédit avec précision pour son époque ce que serait l'avènement de l'iPhone. Bref, c'est tout pour cette théorie, allons voir la dernière théorie. Et comment ne pas parler du futur et des avancées technologiques sans émettre le nom de Kurzweil et sa vision du futur axée sur la singularité technologique. Pour vous définir ce que c'est que la singularité technologique, prenons Wikipédia. C'est un point hypothétique où l'évolution technologique et la civilisation pourraient connaître une croissance technologique supérieure. Et enfin, ceci est popularisé par Ray Kurzweil et les partisans de la singularité technologique qui sont appelés d'ailleurs les singularitariens. La singularité technologique pourra être provoquée selon les singularitariens, parlons ici de Kurzweiliens, par l'avènement d'une intelligence artificielle forte qui pourra à chaque fois s'auto-améliorer jusqu'à l'infini. L'humanité plongera ainsi dans une nouvelle étape, l'homme sera surpassé ainsi par la machine. Ça fait rêver, non? Voyons voir tout d'abord le futur dessiné par les prédictions de Ray Kurzweil. En 2019, les fils et autres câbles pour les appareils individuels et périphériques disparaîtront dans tous les domaines. 2021, l'accès à Internet sans fil couvrira 85% de la surface de la Terre. 2022, les USA et l'Europe adopteront des lois réglementant les relations entre individus et les robots. L'activité de robots, leurs droits, devoirs et autres seront formalisés. 2028, l'énergie solaire sera si bon marché et répandue qu'elle satisfera l'ensemble des besoins énergétiques de l'humanité. Je ne vais pour l'instant pas faire de commentaires sur la possibilité ou non de ces prédictions, mais je trouve ça assez fou. 2031, des imprimantes 3D seront utilisées dans tous les hôpitaux pour imprimer des organes humains. 2035, le matériel spatial deviendra suffisamment développé pour assurer une protection permanente de la Terre contre les astéroïdes. 2039, les nanovéhicules seront implantés directement dans le cerveau et effectueront une entrée et une sortie arbitraire des signaux du cerveau. Cela conduira à une réalité virtuelle à immersion totale qui ne demandera aucun équipement supplémentaire. Pas assez fou? Ray Kurzweil prédit encore plus que ça. 2042, la première réalisation potentielle de l'immortalité grâce à une armée de nanorobots qui complétera le système immunitaire et nettoiera les maladies. 2043, le corps humain pourra prendre n'importe quelle forme grâce à un grand nombre de nanorobots. Les organes internes seront remplacés par des dispositifs cybernétiques de bien meilleure qualité. 2045, arrivée de la singularité technologique, la Terre se transformera en un ordinateur gigantesque. C'est totalement fou, incroyable, ça sort de l'ordinaire. Ce que nous décrit Ray Kurzweil, c'est pleinement et intégralement de la science-fiction dans moins de 30 ans. Ça fait rêver certes, mais il y a pas mal de choses à en dire. Alors déjà, qui est Ray Kurzweil ?
C'est grosso modo un ingénieur, chercheur et enfin futurologue chez Google. Il est créateur de plusieurs entreprises pionnières dans le domaine de la reconnaissance optique de caractères, OCR, de la synthèse et de la reconnaissance vocale et des synthétiseurs électroniques. À partir de 5 ans, il concevait déjà ses propres modèles réduits de voitures, avions, voire même vaisseaux spatials. C'est donc pas n'importe qui et pourtant des remarques sont à faire. Vous pouvez déjà observer une chose. C'est qu'en 2029, les besoins énergétiques seront comblés. Or, je vous avais présenté une théorie où une soixantaine d'experts nous disaient pourtant qu'en 2050, ça serait très loin d'être le cas et que les énergies fossiles continueront à dominer en majorité. On peut observer déjà une grosse déconnexion entre les deux visions, l'une que je qualifierais de plus réaliste alors que l'autre de Kurzweil est plutôt utopiste. Dans ses prédictions, Ray Kurzweil voit tout dans une sorte de courbe exponentielle sans prendre en compte le fait qu'il puisse y avoir des facteurs qui pourront ralentir le développement technologique. Par exemple, une guerre mondiale comme nous l'avertit Elon Musk, des mouvements anti-technologie qui prennent de l'ampleur comme on a pu le voir avec le ludisme au 19e siècle. Parmi toutes les remarques qu'on peut faire, il y a une remarque intéressante de Jean-Claude Heudin, c'est que Ray Kurzweil a 68 ans. Et 2045 c'est dans environ 30 ans, c'est-à-dire que si la singularité technologique n'arrive pas avant, c'est simple, Ray Kurzweil va mourir de vieillesse. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs qui ont pourtant de bonnes places se déconnectent de la réalité et idéalisent un peu ce que l'IA pourra engendrer. Herbert Simon disait en 1957 que l'ordinateur allait surpasser l'humain au jeu d'échecs dans 10 ans, soit en 1967. Petite déception car ce n'est qu'en 1997 que l'ordinateur a fini par battre un joueur humain aux échecs. Malgré le fait que j'ai mis une petite critique contre les prédictions de Ray Kurzweil, il faut garder en tête que sa vision du futur peut être vraie comme être fausse, ou alors partiellement vraie. Quoi qu'il en soit, ça n'enlève rien du tout à son génie. Merci d'avoir regardé ce 5 théories sur le futur. Je voudrais vous dire aussi une petite chose, c'est que j'ai repris effectivement pour cet épisode le concept dans la forme surtout de Didi Chanwoodwi pour la simple et bonne raison que j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. C'est en quelque sorte une sorte d'hommage. Et c'est aussi parce que le fait de raconter diverses théories sur le futur en général correspond au concept de 5 théories que je suis parti aller lui demander un message privé si je pouvais reprendre juste son concept pour un seul épisode de mon émission Futurotop et sa réponse a été positive. Et donc voilà, pas de plagiat bête et méchant. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un like et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt.